je suis Livine du blog L'Ordonnance ou la vie et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être en compagnie du docteur Laurent Schwartz qui est cancérologue à l'Assistance publique de Paris et avec qui nous allons discuter de la parution de son prochain ouvrage qui porte un titre relativement audacieux et qui s'appelle « Cancer, guérir tous les malades ». Donc, docteur Schwartz, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre livre, on va tout de suite attaquer le vif du sujet. Vous essayez de changer le regard qu'on a sur les mécanismes du cancer et de le voir avec un autre angle. Qu'est-ce qui, dans votre pratique de médecin, a été le point de départ en fait, de votre malaise par rapport à la manière dont on aborde le cancer aujourd'hui? Il y a une vingtaine d'années, j'étais le premier membre du Sérail en France à écrire et à publier les limites des traitements contre le cancer par chimiothérapie. On a tous eu, jeune médecin à l'époque, l'espoir de lendemain qui chante et de traitements miraculeux pour le cancer, mais on s'est rendu compte dès les années 80-90 que les résultats n'étaient pas à la hauteur des espoirs. Et j'avais sorti un premier livre qui s'appelait Métastase en 1997, qui faisait pendant un article du New England dont je ne connaissais pas l'existence, mais qui est sorti à peu près en même temps, disant que les traitements contre le cancer patinaient. 20 ans après, ou presque 20 ans après, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et nous avons pu analyser à l'école polytechnique, ou ailleurs d'ailleurs, les nombres de morts par cancer, et on se rend bien compte que si on fait des statistiques en comparant ce qui est comparable, c'est-à-dire en tenant compte de la taille de la population, de l'âge des gens et ainsi de suite, le nombre de morts par cancer évolue très peu dans le monde occidental. Donc, on a vu deux choses en même temps, une absence de résultats évidente quant au nombre de morts, et en même temps exploser les coûts pour la sécurité sociale ou les assurances du cancer. Et tout ceci suggère que nous sommes en face d'un problème fondamental qui tient non pas à l'absence de moyens mis en place pour essayer de régler l'histoire du cancer, mais sur des hypothèses qui ne sont pas aussi solides que ce qu'on aurait tendance à faire croire aux gens. D'accord. Et donc, dans votre livre, justement, vous annoncez un chiffre plutôt inquiétant. Enfin, moi, en tant que jeune médecin, ça m'inquiète beaucoup. Vous dites qu'en 50 ans, la diminution de mortalité par cancer a baissé de 5%. C'est terrifiant comme chiffre. Hein. Alors, ce ne sont que des chiffres pour les adultes. Ça, c'est ce que nous, on a trouvé dans le monde occidental. C'est-à-dire qu'on a vécu des diminutions de mortalité par cancer sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Le cancer de l'estomac, lui, a beaucoup baissé, d'autres ont augmenté, mais quand on met tout ensemble, on voit qu'il n'y a pas de diminution très nette du nombre de cancers. Là encore, je tiens à dire que c'est le nombre de cancers par 100 000 habitants et pour une population donnée, c'est-à-dire pour comparer le comparable. En clair, on n'a pas vidé les centres anticancéreux comme il y a 90 ans, on avait vidé les sanatoriums et le cancer fait encore des ravages. Ce qui veut dire, le jour où on se rend compte, que l'on peut espérer changer de système. Parce que quand on voit l'échec, on peut arriver à une forme de transgression et à changer de dogme. Le jour où on change de dogme, le jour où on reprend le système d'une façon différente, la solution est possible. Et on sait tous que une révolution est possible dans le monde politique, mais aussi dans le monde médical. C'est ce que je disais à Ludivine, quand on lit l'excellent livre des Frères Lumière. Alors, il y avait deux Frères Lumière qui avaient donc inventé le cinéma et la télévision dans les années 1895. L'un des deux était un grand spécialiste de la tuberculose. Et il écrit un livre sur la tuberculose en 1946, où tout y est comme le cancer, une maladie complexe, avec des formes rapides, des formes lentes, l'influence du génome, l'influence de l'environnement, l'influence de l'alcool, et ainsi de suite. Tout est là, mais il ne voit pas que dans les 2 ans, les antibiotiques seront là et qu'on ne mourra plus de tuberculose. Il n'y a même pas le mot d'antibiotique dans son livre.
Et j'espère que pour le cancer, on va arriver à renverser le paradigme assez rapidement pour que tout ceci soit possible d'une façon équivalente. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez, enfin moi, c'est quelque chose qui m'a forcément intéressé en tant que jeune médecin, vous parlez de la génétique et de sa place dans la recherche actuelle contre le cancer. Et pour vous, c'est pas vraiment une voie qui est amenée à donner des résultats dans l'avenir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, et expliquer également aux gens qui nous lisent, enfin qui nous regardent plutôt cette fois-ci, pourquoi c'est pas vraiment la voie qui va apporter les solutions concernant le cancer? Alors, j'allais dire le terme de mythologie, qui est peut-être un terme fort, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. On perçoit le cancer d'une façon mythologique aujourd'hui comme une bataille du bien contre le mal. Le bien étant le système immunitaire, et le mal, évidemment, ces cellules devenues folles qui nous envahissent. Et comme un ennemi très malin, on le frappe par des frappes chirurgicales, des molécules de chimiothérapie qui sont dérivées des gaz de combat ou de l'arme nucléaire pour essayer de l'éradiquer. Bon. D'où l'idée, après, qui a fait jour dans les années 60-70, que pour devenir aussi fou et aussi méchant, il fallait avoir une erreur dans sa programmation génétique. D'où un travail extraordinaire de biologie moléculaire pour essayer de comprendre ce qui rendait ces cellules folles. Tout ceci a débouché sur une compréhension fine de quelques cancers rares qui étaient héréditaires, où là, clairement, le diagnostic prénatal est possible. Mais pour la majorité des cancers, cette compréhension extrêmement fine, ces cartes génétiques du cancer, n'ont pas débouché sur des traitements plus efficaces. En grande partie, à mon avis, parce que la clé du cancer n'est pas là. J'habite Paris et le vendredi soir, quand je vais de temps en temps chez des amis, il y a des embouteillages. De comprendre les détails du moteur à explosion, des soupapes et ce genre de choses n'apportera pas forcément une compréhension extrêmement fine de ces embouteillages. On s'est trompé d'échelle, on est rentré beaucoup trop bas dans le détail. Les gènes sont évidemment importants, mais probablement ils ne sont pas la clé centrale du cancer. D'accord. Donc en fait, s'intéresser à la génétique dans les cancers, c'est en gros rester sur les détails. Et il faudrait plutôt prendre une vision autre. Et donc c'est là où vous proposez quelque chose de tout à fait novateur par rapport à l'approche qui est entre autres enseignée à la faculté de médecine. Non, mais le génome est important, ça a ses limites. Les gènes sont anormaux dans les cancers, c'est clair. Qu'ils soient la cause ou la conséquence, il se passe autre chose qui dérègle les gènes, c'est les changements du métabolisme. Quand vous prenez une spore, quand vous la mettez au froid, elle va sporuler, le génome va changer complètement et il va y avoir, parce qu'il n'y a rien à manger, un changement du métabolisme. En réalité, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le monde du cancer est en pleine effervescence actuellement. Il n'est pas du tout bloqué, contrairement à ce que beaucoup craignent. Il y a aujourd'hui une tentative de relecture par des dizaines de laboratoires différents, dont le nôtre, du cancer, non plus du cancer comme une anomalie du programme génétique, mais comme une maladie extrêmement simple du métabolisme. Grâce au docteur Maurice Israël, qui est un excellent chimiste, nous avons pu revenir à la biochimie précise. Et là, il faut peut-être que je fasse un petit tour dans le passé. Aujourd'hui, le cancer est compris comme une maladie du génome. Il y a de ça presque 100 ans, le cancer est compris comme une maladie du métabolisme. La cellule capte du sucre et n'arrive pas à le digérer. Ça, c'est l'école allemande, c'est les années 1920. C'est les prix Nobel de Warburg, de Krebs, d'Emden-Meyerhof. Ce sont donc des gens extrêmement puissants d'un point de vue intellectuel qui vont dire la cellule cancéreuse n'arrive pas à dégrader le sucre normalement et comme elle n'arrive pas à le dégrader, elle grossit. Alors, ça vaudra donc à ces Allemands, comme je vous le disais, le prix Nobel, enfin des prix Nobel, et ça sera le dogme de l'époque. Mais pour des raisons que je n'ai pas été capable de comprendre, ils ne feront pas de médicaments à visée anticancéreuse, probablement parce que le cancer n'est pas la priorité de l'époque,
que dans les fin des années 30, il y a des antibiotiques qui arrivent et que les efforts se mettront sur d'autres sujets. Toujours est-il que cette école allemande de cancérologie, extrêmement active et intelligente, est la même ou est très proche de celle qui va travailler sur les gaz de combat avant la guerre de 14-18 et puis sur le cyclone B avant celle de 39-45, et que donc pour des raisons presque idéologiques, la recherche contre le cancer centrée sur le métabolisme va progressivement disparaître. C'est une disparition qui se fera en plusieurs années, et le dogme du métabolisme comme central pour le cancer va être remplacé par l'importance du génome, et le rôle du métabolisme va complètement s'oublier, à tel point qu'aujourd'hui les jeunes médecins ne savent plus très bien en quoi le pyruvate peut être transformé pour aller dans le cycle de Krebs et ainsi de suite. Et cette culture disparaît. Et ce que l'on a fait, nous, a été en grande partie de retrouver des vieux articles, écrits souvent en allemand et parfois en gothique, c'est vous dire la difficulté de les comprendre, et qui remettaient tout ça à l'ordre du jour. D'accord. Effectivement, quand j'ai lu vos travaux de recherche, j'étais assez surprise parce que finalement, ça reprenait des choses dont j'avais entendu parler, mais j'avais jamais vu ça sous cet aspect. Et donc, c'était vraiment c'est surprenant en fait, parce que au final, globalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles il y a des savoirs qui existent, mais qu'ils ont été, comme vous le soulignez, oubliés et qu'on pourrait peut-être se réapproprier. Est-ce que la grande question, est-ce qu'il y aurait encore d'autres pathologies pour lesquelles il y aurait des savoirs comme ça qui sont en dormance et qui sont peut-être en attente que de jeunes médecins s'en emparent au niveau, entre autres, de la recherche, quoi. On est très demandeurs. Pour nous, on croit beaucoup plus aux rats de bibliothèque qui vont rouvrir les vieux livres, c'est-à-dire les livres qui ne sont souvent pas en accès sur Internet, les vrais livres, écrits il y a 100 ans, qu'au projet Manhattan de la science. Dès que vous en êtes dépensé des milliards pour essayer de guérir une maladie, vous faites fausse route. Tout est forcément simple. Le cancer est présent chez tous les animaux, depuis les méduses jusqu'à évidemment l'être humain. C'est une maladie essentiellement liée au vieillissement. L'inflammation en fait toujours le lit, que ce soit l'inflammation au tabac ou à l'alcool ou n'importe quoi d'autre. C'est donc forcément une maladie simple. Et probablement un jour quelqu'un viendra vous dire que l'Alzheimer, lui aussi, qui est présent chez toutes les maladies, chez tous les animaux, est lui aussi une maladie simple et donc traitable. C'est intéressant parce que justement vous insistez beaucoup dans votre ouvrage sur le fait de simplifier en fait les choses, et c'est complètement à l'inverse de l'enseignement qui est fait aux jeunes médecins et qui est plutôt de l'ordre, malheureusement on peut dire en un sens, du dogme, et où les cours et les connaissances ne sont pas du tout discutées ni discutables, alors que vous, j'ai plutôt l'impression que vous nous dites mais non, pas du tout, les choses peuvent être simplifiées, et si elles peuvent être simplifiées, alors là peut-être que j'extrapole un peu, mais est-ce que justement les patients qui sont peut-être les premiers concernés justement par leur santé, est-ce que eux aussi pourraient avoir un rôle là-dedans? Je crois beaucoup à la simplification. Dès que quelqu'un vous dit que quelque chose est complexe ou compliqué, enfin des mots analogues, soit il ne veut pas vous dire ce qu'il a compris, soit très souvent il n'a rien compris. La simplification est redoutable au sens mise en commun du savoir et de l'explication que l'on peut donner de plein de choses. Et je pense que dans le domaine du cancer, il n'est que temps que les malades, eux aussi, s'approprient la maladie, au sens tentent de comprendre ce qui se passe. Le système est évidemment en pleine mutation, et évidemment, tout ceci va bouger, probablement beaucoup plus rapidement que ce que les institutions peuvent voir ressentir. D'accord. Et là, je rebondis, mais pour repartir un petit peu sur autre chose, toujours dans le même esprit, toujours par rapport aux patients, là actuellement, c'est vrai que la prise en charge du cancer va quand même vers une grande protocolisation,
où les gens doivent nécessairement passer en RTP, c'est-à-dire que c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire, où lorsqu'on a un cancer, en fait, plusieurs médecins se réunissent et on va décider quel est le meilleur traitement qu'on puisse donner aux patients. Et c'est vrai que ça tombe un petit peu comme une sentence, qui a des fois un effet relativement dévastateur au niveau psychologique chez les gens quand on leur dit on n'a rien à vous proposer. Mais j'ai aussi souvent l'impression que les gens ne savent pas quoi faire de cette information. Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Donc, vous qui êtes cancérologue, peut-être que vous pourrez un petit peu éclairer les personnes qui nous regardent. C'est très difficile de répondre à cela. Moi, je crois profondément à la liberté, à la vraie liberté. Je crois qu'il y a un immense espoir à essayer de comprendre et d'être libre de dogmes que nous savons tous faux. Je parle de la cancérologie, mais vous pouvez l'étendre à tout ce que vous voulez, et qui nous étrangle, ou en tout cas nous empêche de respirer. Que cette liberté, le jour où on la fait sienne, va nous redonner cette énergie qui nous manque à nous, société vieillissante, au début du XXIe siècle. D'accord. Bon. Et maintenant, donc votre ouvrage paraît à la fin du mois. Si vous aviez un message, quel est en fait le message le plus important, qui vous tient le plus à cœur, que vous aimeriez faire passer? Il n'y a pas un message, mais il y a plusieurs messages. Je crois que le plus important, c'est qu'il n'est que temps que la liberté revienne en médecine, cette liberté qui, d'une certaine façon, nous fait à tous défaut. Et cette liberté qui est essentiellement la liberté de penser, et aussi probablement la liberté de penser juste. Je ne prétends pas que nous ayons compris, et certainement pas tout compris. Ça n'est pas vrai. Nous avons pu dégager d'anciennes pistes qui sont là dans la littérature depuis longtemps. Nous ne sommes pas les seuls, d'autres laboratoires travaillent sur les mêmes sujets et ils ont des résultats extrêmement comparables. Le jour où la liberté revient, et entre autres la liberté de faire des essais thérapeutiques qui soient différents du moule dans lequel la majorité d'entre eux sont faits, dans ce cas-là, eh bien, il est probable que le cancer soit assez rapidement une maladie guérissable, ou en tout cas traitable, vraiment. Donc vous avez plutôt un message d'espoir, en fait. Je suis profondément optimiste, et je pense qu'une révolution est possible à relativement très court terme. Les médicaments sont déjà là, et ce qu'il faut actuellement, c'est la vraie volonté d'arriver à mettre les protocoles au point. Les molécules sont pour la plupart peu onéreuses, pas couvertes par des brevets. Il faut avoir le courage de changer de modèle économique, et il faut avoir le courage de faire les essais. Évidemment, nous sommes des scientifiques, et comme nous sommes des scientifiques, nous ne sommes pas sûrs des résultats au long cours, mais en tant qu'homme, je peux vous dire qu'il est très probable, à mon avis, que l'on puisse arriver à changer le destin de nos malades assez rapidement. D'accord, écoutez, je vous remercie pour toutes ces explications et aussi pour ce message d'espoir pour les patients, mais aussi pour les jeunes médecins qui forcément font la médecine de demain. Voilà, merci encore d'avoir répondu aux questions. Et puis, quant à nous, je vous dis à très bientôt sur le blog L'ordonnance sous la vie.